Amigo, que serait une Coupe du Monde réussie sans ces One Hit Wonders? Tu sais, ces joueurs qui explosent le temps d'une Coupe du Monde et qu'on ne revoit plus jamais par la suite. Ces mecs dont on va nous ressortir le nom à chaque mercato comme le bon coup à faire absolument, alors que le joueur en vrai est un peu éclaté au sol. Bon, je ne peux pas encore te donner d'exemple sur ce mondial, il est encore beaucoup trop tôt. Quoique le petit Takuma Asano, là, celui qui a marqué le but de la victoire contre le Japon, il a un bon profil lui je le sens bien. Mais en attendant, je peux quand même déjà te raconter l'histoire des plus beaux One Hit Wonder, les plus grands espoirs déchus de la Coupe du Monde. Avant de commencer, un grand merci à mon partenaire Parions Sport en ligne qui sponsorise une nouvelle fois cette vidéo. En cette période de Coupe du Monde, avec tous ces matchs tous les jours, ça peut être sympa de se rajouter un petit peu d'enjeu avec des paris sportifs. Donc voilà, n'hésite pas si tu as envie de t'y mettre ou si tu as envie de changer de bookmaker. N'hésite pas à aller regarder Parions Sport en ligne. Le lien est dans la description. Le site est très complet, très bien fait, très clair. Ça, c'est un truc que j'aime bien avec ce site. Tu as toutes les cotes. Et si tu as envie de parier sur d'autres sports, il y a tout ce qu'il faut également, tennis, rugby. Mais là, je pense que clairement, aujourd'hui, si on y va, là, c'est pour le foot, c'est pour la Coupe du Monde. Ton premier pari est toujours remboursé jusqu'à 200 € s'il est perdant. Donc ça aussi, c'est pas mal pour pouvoir commencer sans prendre trop de risques. Le risque zéro n'existe pas. Ça reste un jeu risqué, ça reste un jeu d'argent. Donc fais toujours très attention. Ne mise pas de l'argent que tu ne peux pas te permettre de perdre. Et si tu es mineur, là, évidemment, je t'invite à passer ton chemin. Mais si comme moi, tu es du genre à juste parier pour le plaisir, là, n'hésite pas, le lien est dans la description. Allez, on commence par le mec qui m'a inspiré cette vidéo. Le bourreau du Sénégal, l'un des grands héros de l'équipe de Turquie lors du super parcours lors du Mondial 2002, Ilhan Manziz. Si t'as au moins 30 ans et que tu jouais déjà à FM à l'époque, ça te rappelle forcément quelque chose. Entre ses performances avec la Turquie, sa lambretta le long de la ligne de touche sur Roberto Carlos, son but dramatique en quart de finale contre le Sénégal et son doublé contre la Corée pour la 3e place, on était obligé d'y croire. Techniquement, c'était du très haut niveau. Alors c'était pas la grande star de cette équipe de Turquie, parce que t'avais du Rejber Rouchtou, t'avais du Hasan Sass, t'avais encore Hakan Şükür, t'avais Umut Davala, t'avais vraiment une très belle équipe turque, mais Ilhan Manziz, c'était vraiment la révélation. Mais bon, ça ne lui a pas permis d'avoir une nouvelle chance en Europe pour autant. Après ce mondial, il reste en Turquie, il reste au Beşiktaş, et après la suite de sa carrière va être totalement minée par les blessures, à tel point qu'il finit sa carrière à 30 ans après des passages au Japon et en Allemagne. Sa reconversion par contre est assez drôle, il a fini patineur artistique quand même. En fait, il a participé à Stars on Ice, le Danse avec les stars version patinage turc en gros. Et non seulement il a gagné, mais en plus il a épousé sa partenaire qu'on lui avait attribuée pour l'émission, et derrière ils se sont lancés ensemble dans le patinage artistique en couple. Ils ont même failli participer au JO, ce qui est quand même assez fou. Percer aussi tard dans le patinage artistique alors que t'as dû arrêter le foot parce que ton genou était complètement flingué, c'est quand même assez dingue. Allez, on continue avec un très facile, j'en suis sûr, vous vous en souvenez tous parce qu'on y a tous cru en 2014. Le Messi allemand, l'homme qui devait définitivement faire place à une Allemagne moins robotique mais plus joueuse. Le petit prince de Memmingen, le traître de Dortmund, Mario Götze. On a tous son but en finale contre l'Argentine en tête, bien sûr. Mais d'ailleurs, ce but, c'est un peu un trompe-l'œil parce qu'au final, sa Coupe du Monde, elle est pas si extraordinaire que ça. Mais bon, à cette époque-là, c'était le phénomène. La hype était totale, il était sur la pente ascendante depuis le début de sa carrière, avec Dortmund, le Bayern, et là, t'as ce but en finale qui arrive comme une apothéose. Là, c'est la confirmation, on est face à un talent générationnel. Ce mec va marquer son époque, c'est sûr. Mais bon, ce statut, il va avoir du mal à l'assumer. Parce que quoi qu'il dise, quoi qu'il fasse, on le ramène à ça. La valeur de référence pour juger les performances de Mario Götze, c'est ce but extraordinaire. Et puis aussi au Bayern, l'adaptation n'a pas été optimale, il a eu des soucis avec Guardiola, il avait du mal avec son management, il passe du management très paternel de Jürgen Klopp à celui très tactique mais très froid de Pep Guardiola, et ça ne marche pas sur lui. Puis arrive le coup de grâce.
en 2016. Dortmund lui pardonne et le rapatrie, mais quelques mois après, on lui diagnostique une myopathie. Ah alors là c'est le coup de grâce, hein. Sur le moment on a même cru qu'il allait devoir arrêter sa carrière, mais au final il a su être traité comme il faut, il a pu reprendre le foot, il a pu reprendre avec Dortmund, mais le niveau n'était pas là, il enchaînait les blessures, du coup il s'est exilé, il est parti au PSV Eindhoven, où là il s'est parfaitement relancé, il a réussi à retrouver de la régularité, de la consistance dans son jeu, et aujourd'hui il revient par la grande porte en Bundesliga, à Francfort, fraîchement couronné champion d'Europe, vainqueur de la Ligue Europa, et il a même été sélectionné par la Mannschaft pour ce nouveau mondial. Alors certes, il n'est pas devenu le talent générationnel qu'on espérait tous en 2014, mais il revient tellement de loin que franchement, je trouve ça beau. Ça mérite le respect. Oleg Salenko. Bon, alors lui, je ne l'ai pas vu jouer. C'était la révélation du mondial 94, j'étais beaucoup trop petit. Mais l'histoire est folle, je suis obligé de t'en parler, amigo. Franchement, de toute la liste, je trouve que c'est la meilleure histoire. Oleg Salenko, numéro 9 de l'équipe de Russie au mondial 94, auteur d'un quintuplé et d'une passe décisive contre le Cameroun en phase de poule. Note de 10 sur 10 dans l'équipe, co-meilleur buteur de la compétition avec Hristo Stoichkov en ne jouant que la phase de poule. C'est clairement la star du mondial, le joueur que tout le monde devait prendre. Surtout qu'en plus, on a vraiment l'impression de voir un joueur qui arrive à son prime. Il était sur une phase ascendante de sa carrière, il avait percé en Espagne et il venait de signer à Valence. Valence qu'il avait recruté même en pensant que ça allait être le mec qui allait permettre au club d'aller rivaliser avec Barcelone et le Real pour aller chercher le titre. Sauf que ce qu'il ne savait pas, c'est que Salenko, c'est un immense feignant doublé d'un gros fêtard, d'un très très bon vivant. Son entraîneur mythique, Carlos Alberto Parreira, est totalement dégoûté, ça flingue complètement la saison et Valence finit 10e, loin, mais alors très très loin des espoirs de titre. Et c'est pas fini. Bon, évidemment, après ça, il est invité à prendre la porte, lui part aux Rangers pour se relancer. Et là, c'est le drame, parce qu'il va croiser, je pense, la pire personne pour l'aider, Paul Gascoigne. Ah bah là c'est terminé. Déjà que c'était un très bon vivant, là avec Gazza comme mentor, c'est foutu. Et par la suite, que ce soit en Turquie ou en Pologne, il n'arrivera jamais à se relancer. Il n'arrivera jamais à se défaire de ses mauvaises habitudes. Pire encore, en 2010, il a même dû être obligé de vendre son soulier d'or de la Coupe du Monde 1994 pour éponger une partie de ses dettes. Mais bon, le record, lui, tient toujours. Alors celui-là, ça me fait délirer parce qu'au moment où j'écris ce passage de la vidéo, il est encore titulaire et il joue contre l'Espagne. Joel Campbell, la révélation du Costa Rica 2014. Un bel éternel espoir lui, j'y avais pas pensé dans mes précédentes vidéos, mais alors celui-là, il est quand même pas mal. Le pire, c'est qu'il n'a encore que 30 ans. C'est ouf. Bon après, je vais pas faire le mec. Moi en 2014, j'y ai cru. Je pensais vraiment que c'était un crack. Ça allait tellement vite, ça déboulait si facilement sur le côté, ça répiquait dans l'axe avec un pied gauche soyeux. Il avait clairement un truc, ce gosse. Avec Brian Ruiz et Keylor Navas, c'était l'attraction de cette équipe du Costa Rica qui a fini en quart de finale. On était obligé d'y croire, d'autant plus qu'il venait de sortir d'une belle saison à l'Olympiakos. On l'avait remarqué aussi en Ligue des Champions. C'était son moment. Même Wenger y croyait et lui a redonné une chance après plusieurs prêts. Sauf qu'il ne l'a jamais saisi, cette chance. Enfin, je dis cette chance, ces chances, parce qu'il y a quand même pas mal de très bons clubs qui lui ont donné. Le Sporting, Villarreal, le Betis Séville. Mais ça ne passe jamais. Le joueur est beaucoup trop nonchalant, beaucoup trop peu concerné sur le terrain et surtout, beaucoup trop peu efficace. Et si tu te demandes ce qu'il devient aujourd'hui, amigo, eh ben écoute, il joue au Mexique depuis plusieurs saisons et, je te le donne en mille, il est encore prêté. Ça me fume. Le mec, son palmarès, c'est le record de prêt, je crois. Mondial 2002. Pas mon mondial préféré personnellement, en tant que supporter du Portugal, j'en garde un souvenir assez amer. Et si tu supportes l'Italie ou l'Espagne, t'en gardes aussi un souvenir assez amer pour à peu près les mêmes raisons. La Corée du Sud. Ah, il faut dire les termes, ils nous ont bien cassé les couilles quand même. Avec leur équipe de chiens de la casse qui court partout et l'arbitrage maison, allez, c'est coltiné quand même. T'avais un petit joueur sympa là, de 21 ans, petit milieu qui a joué aussi à Manchester United après, Park Ji-sung. Mais à ce moment-là, c'était pas lui la grande star, celui qu'on voyait tout le temps à l'écran, celui qui nous faisait tous chier. C'était Han Jung-hwan.
Il était partout celui-là. 2 buts lors du mondial 2002, un contre les États-Unis en poule et un autre contre l'Italie, 3 même s'il n'avait pas manqué un péno lors de ce match. Il était insupportable, il courait de partout, il défendait comme un porc, il jouait tous les coups avec une intensité complètement dingue, on aurait dit qu'il était possédé le type, mais en plus il était bon, techniquement c'était vraiment pas mal. Mais après ce mondial, il ne va jamais réussir à confirmer en Europe. En Corée ou au Japon, pas de problème, là il a des super stats. Par contre en Europe, là c'est plus compliqué, on l'a même eu en France au FC Metz, où il s'est barré au bout de quelques mois où il a marqué que 2 petits buts. Et derrière il enchaîne avec un passage à Duisbourg où il va flopper également, et derrière c'est retour à la maison. Mais même là, même avec ce retour, on se dit là ça devrait être un petit peu plus facile pour lui, bah non, il va continuer de galérer et d'être totalement en panne d'efficacité. Il n'y a qu'en Chine, lors de sa dernière expérience, qu'il a réussi à se relancer, à retrouver un peu le chemin défilé, mais bon, c'était clairement la fin de sa carrière. Amigo, nous sommes à la moitié de cette vidéo. Si t'es encore là, a priori, c'est que tu apprécies mon travail, donc n'hésite pas à le récompenser avec un petit pouce bleu et un abonnement, si ce n'est pas déjà fait. Ah, celui-là, je l'aime bien. Cleverson, j'ai toujours cette image de lui en tête quand il arrive à Manchester en même temps que le GOAT. Cette photo, je crois qu'on l'a tous vue et au final, je crois que ça restera son plus gros fait d'armes à Old Trafford. C'est dommage, c'est même surprenant parce que vraiment Cleverson, lors du Mondial 2002, à la récupération, c'était vraiment costaud. Lui, avec Gilberto Silva, franchement, fallait se les coltiner. Alors nous, à l'époque, on était peut-être un petit peu plus concentrés, évidemment, sur l'armada offensive. Ronaldo, Rivaldo, Ronaldinho, t'avais même déjà Kaka à cette époque. Derrière, t'avais du Roberto Carlos, du Cafu. Donc forcément, les milieux défensifs, c'est peut-être pas les joueurs que tu calcules le plus. Mais Cleverson, c'était vraiment très costaud et c'était vraiment une grosse pépite. On pensait vraiment qu'il allait réussir à Manchester. Alors je sais pas exactement ce qui fait qu'il n'y a pas réussi, mais je pense que c'est plutôt une question d'ordre physique. On est quand même dans la première ligue du début des années 2000 qui est encore très rugueuse, et à cette époque-là, un Brésilien, c'est plutôt une danseuse aux yeux des Anglais. Je pense que physiquement, ça ne devait pas les rassurer, et comme il n'a pas réussi à être performant tout de suite, bah, il a très vite dû dégager. D'ailleurs, si on se souvient bien, même Ronaldo a eu quelques critiques, quelques moqueries pour son physique, parce qu'il était quand même très gringalé au début, et pour son style de jeu. Mais lui a réussi à s'adapter. Pas comme Cleverson. Celui-là, tu vas le trouver très vite. Une des révélations du Mondial 2014, qui joue pour l'Uruguay avec de belles tresses plaquées et un nom bizarre. Diego Laxalt, bien sûr, le latéral gauche que tous les clubs devaient absolument acheter après le Mondial 2014. C'était le coup à faire. Et d'ailleurs, à la fin de la compète, t'avais énormément de clubs dessus, t'en avais beaucoup qui pensaient avoir flairé le bon coup. L'OM d'ailleurs était particulièrement chaud dessus, mais au final, c'est le Milan qui avait réussi à le signer pour 20 millions d'euros quand même en toute fin de mercato, en pensant que ça allait être vraiment l'un des hommes qui allait pouvoir participer à la reconstruction du Milan. Bon, au final, ils se sont un petit peu fait avoir. Mais on va pas leur jeter la pierre non plus, ça serait trop facile après coup, parce que vraiment, lors du mondial, il était très bon, il était excellent sur son côté, il prenait tout le côté, il avait une activité assez folle. Mais en plus, il y a ce truc très visuel, c'est un joueur que tu retiens facilement, que tu remarques facilement, parce qu'il a une dégaine quand même assez atypique, un style particulier, ce nom un petit peu bizarre, ouais, forcément tu le retiens. Et puis il sortait aussi d'une bonne saison au Genoa, donc à Milan, on l'avait certainement déjà remarqué avant même ce mondial. Donc on peut comprendre qu'ils aient tenté le pari. Mais au final, ça ne marchera jamais, il a enchaîné les prêts, et aujourd'hui, il a, je crois, 29 ans, et il joue au Dynamo de Moscou dans l'anonymat le plus total. On continue avec un monument du soccer, mais pour ce qui est du vrai football, c'est un peu plus compliqué. Landon Donovan, l'une des révélations des États-Unis lors du Mondial 2002, mais aussi un joueur qu'on a vu en bonne forme lors du Mondial 2010. La Coupe du Monde, ça c'était son truc. Du coup, est-ce qu'on peut dire que c'est un two-hit wonders ? Peut-être que je triche un peu quand même. Très beau joueur Donovan, hein. Très fin techniquement, intelligent, bon finisseur, bon dribbleur. En 11 saisons à Los Angeles, il a inscrit 113 buts et distribué 107 passes décisives en 253 matchs de MLS. Le ratio est dingue. Meilleur buteur de l'histoire de la sélection américaine, à égalité avec Clint Dempsey, autre très beau joueur américain d'ailleurs. Il a même sa statue devant le stade du Los Angeles Galaxy. Mais alors en Europe, 0 but avec les Leverkusen, 0 au Bayern. Sa meilleure saison c'était à Everton où il marque 2 buts en 13 matchs, mais où il apporte pas mal dans le jeu. Le problème, c'est qu'à la fin de ce prêt, Everton n'avait pas réussi à l'acheter. C'est peut-être là que ça a coincé. Peut-être que s'il avait réussi à avoir de la continuité, s'il avait pu rester à Everton, peut-être que sa carrière aurait décollé en Europe.
Le problème, c'est qu'il a dû rentrer au Los Angeles Galaxy. La saison suivante, il revient en prêt à Everton. Et là, ça ne marche plus. Je pense que son manque de volume physique était rédhibitoire pour le très haut niveau européen. Surtout qu'en plus, il n'est pas allé dans les championnats les plus tendres. Le championnat d'Allemagne, le championnat anglais. Forcément, le physique, ça joue énormément. Alors lui, j'ai vraiment hésité à le mettre. Je le mets plus parce que vous me l'avez réclamé énormément sur Twitter. C'était l'un des noms qui revenait le plus quand je vous ai posé la question à propos de ses espoirs déchus. Donc je vais m'y coller. James Rodriguez, quel joueur bordel! Moi, je voulais pas vraiment le mettre parce que malgré tout, il fait quand même une belle carrière. Je pense que la plupart des joueurs qu'on cite aujourd'hui auraient rêvé d'avoir la carrière de James Rodriguez. Et puis surtout, parce que c'est un magnifique joueur et qu'en plus, j'ai eu droit à la meilleure version de James Rodriguez dans mon club. James Rodriguez à Porto, c'était magnifique. James, Falcao, Hulk, Varela, la ligne d'attaque sous Villas-Boas, cette équipe qui gagne la Ligue Europa, c'était fou. D'ailleurs, je regrette toujours qu'il soit parti de Porto pour aller à Monaco, parce que certes, financièrement, c'était très intéressant, c'était le Monaco de Rybolovlev, mais bon, franchement, sportivement, ça ne présentait pas une progression suffisante pour un talent pareil. Et ce talent, on l'a vraiment vu lors du Mondial 2014. Là, ça a vraiment explosé aux yeux du très grand public. Alors évidemment que beaucoup le connaissaient déjà, ceux qui suivaient particulièrement bien la Ligue 1, ceux qui suivaient le championnat portugais, ceux qui suivent vraiment le foot, mais le très très grand public, c'est-à-dire ton pote qui regarde le foot une fois tous les 4 ans, tous les 2 ans, quand l'équipe de France joue une grande compétition, James Rodriguez, il connaissait pas forcément à ce moment-là. Mais quand il a vu James Rodriguez coller une volée monumentale contre l'Uruguay, là il a compris qui c'était. Bon, moi personnellement, je trouve que c'est même pas son plus beau but de cette Coupe du Monde 2014. Moi, je préfère le but qu'il a marqué contre le Japon. L'enchaînement inter-exter, enchaînement balle piquée sur le gardien, légèrement excentré. Pour moi, ça, c'est de l'art. Bref, après, tu connais la suite. Transfert au Real, évidemment. Là, sa carrière reprend son cours normal, on va dire. Il trouve enfin un club à la hauteur de son talent. Sa première saison est magnifique, il est excellent. On pense vraiment que c'est le bon successeur pour Mesut Özil. Et au final, derrière, sans que je comprenne réellement pourquoi, j'avoue, si vous avez des éléments de réponse, moi, personnellement, je sais pas vraiment ce qui s'est passé. Je sais que Zidane ne l'appréciait pas forcément, je pense qu'il s'est un peu laissé aller, c'est l'impression que j'ai, mais je suis pas sûr, donc j'affirme rien. J'ai peut-être l'impression qu'à un moment donné, il s'est vu peut-être un petit peu trop beau, qu'il s'est dit qu'il avait peut-être plus besoin de faire autant d'efforts, et que quand t'as un coach comme Zidane qui prône la rigueur, qui prône la culture de l'effort, bah forcément ça colle pas. Mais ça, c'est juste ma théorie, je préfère le préciser. Mais bref, après cette première saison réussie au Real, il ne confirme pas vraiment, au contraire, il est plus sur une chute progressive. Il y a eu un petit rebond au Bayern, on y a cru pendant un temps, mais au final, là aussi, ça a plutôt floppé. Derrière, il floppe à Everton, il passe à Al Rayyan et aujourd'hui, il a 31 ans et il essaye encore de se relancer à l'Olympiakos. Donc clairement pas la fin de carrière qu'on imaginait pour un talent comme ça. Allez, on termine avec le tout droit par excellence. Je sais pas si on fait mieux. Même ce bon vieux Fabrice Pancrate, je pense qu'il fait pas mieux. Parce que David Odonkor, il avait vraiment une fonction sur le terrain, courir. Mais bordel, pendant le Mondial 2006, il a bien fait illusion, hein. On a tous halluciné devant ce mec. Franchement, je crois que c'est le mec le plus rapide que j'ai jamais vu. Celui, en tout cas, qui me donnait la plus grande impression de vitesse. Peut-être Alphonso Davies. Allez, peut-être qu'Alphonso Davies le battait, j'ai cherché, mais j'ai pas réussi à trouver les vitesses de pointe exactes pour David Odonkor. Mais c'était délirant, surtout qu'en plus, il avait un physique un petit peu atypique, il était pas très grand, 1m74, mais il était hyper large, donc t'avais vraiment cette espèce de cube qui fonçait comme ça à une vitesse absolument folle. Je me souviens, il rentre dans un match contre l'Argentine, et tu le voyais avec ses sprints, il pilonnait la défense argentine, et à chaque fois, les mecs étaient à la rue, parce que ça allait vraiment trop vite. C'était un délire. Mais bon, après, niveau créativité, c'était pas fou. Dans les 20 derniers mètres, il n'y avait pas ce petit coup de rein, il n'y avait pas cette créativité. Ça se contentait soit de centrer comme il pouvait, soit de frapper s'il le pouvait, mais ça allait pas plus loin que ça. D'ailleurs, on l'a vu, hein, après le mondial, t'as le Betis qui vient le recruter en pensant avoir vraiment déniché la pépite, et au final, en un peu plus de 60 matchs, il a marqué 2 buts. Et non seulement il n'est pas régulier, il n'est pas décisif, mais en plus de ça, il est très régulièrement blessé. Lors de son passage à Séville, il va subir 3 opérations du genou, le pauvre. Mais le pire, c'est que même avec cet échec au Betis, lors de l'Euro 2008, il est encore appelé par la Mannschaft. Pourtant, c'était pas les top players qui manquaient à cette époque en Allemagne. Mais je pense qu'il avait tellement marqué les esprits en 2006
qu'ils étaient obligés de le rappeler. Mais bref, la magie n'a pas opéré 2 fois. Là, il est beaucoup plus transparent lors de cette deuxième compétition. Et pareil, sur la fin de sa carrière. Il va finir sa carrière très tôt d'ailleurs, hein, à cause de ses blessures, à 29 ans. Il va essayer de se relancer en D2 allemande avec Aix-la-Chapelle. Il va essayer de se relancer avec un promu dans le championnat ukrainien, dont j'ai oublié le nom, mais on va te faire apparaître ça à l'écran. Je pense qu'il a vraiment tout essayé pour essayer de prolonger au maximum sa carrière professionnelle, mais je pense que son genou l'en a clairement empêché. Voilà amigos, ce sera tout pour aujourd'hui. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à le faire savoir encore une fois avec un petit pouce bleu, c'est très important. Abonne-toi pour ne pas manquer les prochaines vidéos. On se retrouve la semaine prochaine. En attendant, tu peux me suivre sur mes réseaux sociaux. Tous les liens sont dans la description. TikTok, Instagram, Twitter, ce sont vraiment les 3 réseaux sur lesquels je suis plus actif. Moi, je te dis à la prochaine. Ciao, ciao!